La dernière conférence qui est sur la RE 2020, donc la réglementation environnementale 2020, avec la boîte à outils de la filière béton, avec Monsieur Félicien Thiou, qui est responsable de construction durable au centre d'information CIM Béton, au pôle application du syndicat français de l'industrie cimentière. Bonjour. Bonjour, merci pour l'accueil. Bonjour à tous. Alors, effectivement, on va rentrer un peu plus dans le technique là. Je vais vous présenter pas mal de chiffres. Et en fait, c'est typiquement ce que peut proposer la filière béton pour, on va dire, passer les seuils, même si pour le moment, il n'y a pas trop de soucis. Mais à l'avenir, effectivement, il va y avoir des optimisations à faire. Du coup, voilà. Qu'est-ce que la filière béton peut vous proposer dans les années à venir pour passer les seuils de la RE 2020 ? Hop, donc un petit déroulé, on va faire rapidement un état des lieux, on va regarder la différence FDES, alors fiche de déclaration environnementale et sanitaire, et RE 2020, parce qu'on va voir qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément complètement identiques. Et ensuite, après, on va rentrer dans la boîte à outils avec des exemples, sachant que c'est qu'une sélection des exemples qu'on peut vous proposer dans l'ensemble de la boîte à outils, qui est bien plus longue. Hop, alors... Alors, j'espère que ça commence à parler à tout le monde, ce genre de petit graphique. C'est tout simplement la décomposition des impacts pour la partie construction. Donc là, pour une maison individuelle, ou alors 100 mètres carrés, plein pied, donc en gros à peu près la maison individuelle standard qu'on retrouve sur le marché de la construction. Et du coup, voilà, on a un impact de construction qui est de l'ordre de 600 kg de CO2 par mètre carré, avec des seuils, on le voit, qui sont pour le moment au-dessus, 640, mais on voit que dès 2025, il va falloir commencer à optimiser tout ça, puisqu'on va avoir un seuil qui va réduire au niveau à 530. Donc en l'état actuel, la maison ne passe pas. Donc on voit qu'il y a des optimisations qui peuvent être faites sur les différents lots. Alors si on s'attarde uniquement sur les lots qui me concernent, gros œuvres, on voit que bon, on a une part d'impact qui est présente, mais quand même relativement faible par rapport à d'autres lots. Donc effectivement, il va y avoir des optimisations qui peuvent être faites, mais au niveau de la filière béton, sur la maison individuelle, on va dire que les solutions ne sont pas des enjeux pour le moment hyper importants. Voilà, on voit quand même si on gagne 30% du lot 3, on ne va pas réussir à passer les seuils pour autant. Donc voilà, il y a des solutions qui existent, mais on ne va pas forcément s'attarder dessus. Et une partie de ce que je vais vous présenter qui a plus attrait au logement collectif peut très bien s'appliquer également à la maison individuelle. Donc là, on voit le logement collectif, donc pareil, un impact de l'ordre de 650 kg de CO2 par mètre carré. On passe juste au niveau des seuils. Et là, on voit par contre qu'effectivement, la part des éléments béton, le gros œuvre, donc la partie en gris qui est le lot 3, a une part d'impact sur la construction qui est déjà beaucoup plus importante, puisqu'on est de l'ordre de 25%. C'est grosso modo ce qu'on va retrouver sur toutes les constructions. Donc effectivement, le but va être de proposer pour les différents éléments qui composent le lot 3, que vous avez ici en décomposition, donc des éléments d'optimisation. Donc il va falloir travailler, on le voit tout d'abord sur les parts les plus importantes, donc ce qui va être les planchers, qui représentent quasiment à eux seuls 50% de l'impact de ce lot. En même temps, c'est normal, il faut que ça tienne, il ne faudrait pas que ça s'effondre. Et ensuite, tout ce qui va être refend et voile façade, qui représente la majorité du reste de l'impact de ce lot-là. Sachant qu'après, on a d'autres petits éléments qui sont escaliers, des poutres, des poteaux, qui peuvent avoir un impact, mais beaucoup plus restreint sur l'indicateur. Et voilà, les gains vont être un peu moins faciles à aller chercher. Donc il y en a une petite salle intermédiaire pour vous rappeler effectivement que la décarbonation, c'est l'affaire de tous. Mais effectivement, dans l'affaire de tous, il y a également le béton. Et avec la boîte à outils, on va vous proposer du coup des pistes qui vont permettre d'optimiser les produits de construction. Alors, avant de rentrer dans le détail dans la boîte à outils, donc le petit rappel sur la différence entre les valeurs des FDES et RE 2020. Donc, je pense que vous connaissez tous vous commencez tous maintenant les FDES et savoir les utiliser. Et il y a une petite différence quand même entre ce que vous avez dans une FDES et un résultat au niveau du bâtiment, comme je viens de vous présenter, qui a trait du coup aux trois points que je vous présente là. Donc la durée de vie des produits n'est pas forcément la même que la durée de vie des bâtiments. On a une prise en compte du module D, alors je vais passer dessus, mais c'est en gros les impacts évités à la fin de vie du produit et l'application des facteurs dynamiques dans la méthode de calcul RE 2020, qui font qu'on va avoir des différenciations entre ce qu'on peut avoir dans une FDES et ce qu'on va avoir au résultat final.
Et c'est pas juste en regardant la FDES qu'on va pouvoir savoir si on va optimiser son bâtiment au final. Donc vous avez ici deux exemples pour voilà, des produits. Donc un exemple pour un produit béton entre la première ligne et la dernière ligne où on voit qu'il y a très peu d'écart pour le coup, ça joue pas énormément. Mais il y a d'autres cas où ça joue de façon beaucoup plus importante. On le voit par exemple pour un volet motorisé. On n'a pas la même durée de vie, on a un module D qui est assez important et on a une durée de vie qui est différente. Donc si on prend en compte tout ça, entre ce que vous voyez dans l'AFDES qui est à 130 kg de CO2 en total cycle de vie et ce qu'on a réellement dans le calcul qui est à 170, on a une augmentation qui n'est pas forcément négligeable. Donc voilà, donc là c'est juste deux exemples, mais si vous faites ça sur l'ensemble des produits, si vous ne faites pas attention à ça sur l'ensemble des produits qui composent un bâtiment, on peut vite avoir on va dire des erreurs en pensant qu'on optimise en changeant la FDES d'un produit. En fait, non, on va augmenter l'impact. Voilà. Et du coup, à partir de maintenant, tout ce que je vais vous présenter dans les résultats sont exprimés en calcul RE2020 et pas en calcul FDES. Alors, ce préalable fait, les trois familles, enfin, les pistes d'optimisation qu'on propose, elles s'articulent autour de trois familles. On va retrouver l'utilisation des bonnes données, puisque effectivement il y a des données qui sont disponibles, tout un ensemble de données qui sont disponibles pour le gros œuvre. Encore faut-il réussir à savoir quelles bonnes données prendre, parce qu'on va s'apercevoir suivant les données qu'on peut avoir des variations très rapides. Après la formulation des bétons, donc là c'est vraiment jouer sur le matériau béton lui-même. Et ensuite une part d'éco-conception, là on va commencer à repenser les produits au niveau du bâtiment, de manière à optimiser à réduire l'impact et optimiser leur utilisation. Mais vraiment à l'échelle bâtiment. Alors, sur l'utilisation des bonnes données, pourquoi c'est important? Donc vous avez un petit schéma qui vous le présente. Vous avez en rouge tout ce qui concerne les données par défaut et les lots forfaitaires sur le graphique du coup pour vous de gauche. Et en vert tout ce qui concerne des données individuelles, donc des FDES. Alors pour rappel, les DED et les lots forfaitaires, c'est des données qui sont pénalisantes et qui sont à utiliser quand on n'a pas de données spécifiques sur un produit. On voit, voilà, pour un exemple, pour un projet donné, qu'on est à peu près à moitié-moitié au niveau de l'utilisation des données. Par contre, quand on regarde le petit camembert de droite, on s'aperçoit que quand la décomposition de l'impact de construction, les données par défaut et lot forfaitaire baissent beaucoup plus que la quantité qui est utilisée. Donc c'est en ça qu'il faut vraiment, on va dire, essayer d'optimiser les données utilisées, éviter d'utiliser les DED, s'orienter le plus possible vers les données spécifiques. Et pour ça, du coup, il y a un petit exemple qui marche assez bien, c'est voilà, vous avez différentes données qui sont disponibles dans la base IGNES. Vous essayez de modéliser un voile béton de 16 cm avec 45 kg à armature. Alors la solution de facilité, c'est de prendre la FDES qui est disponible, qui est la première ligne qui vous donne voilà, tel impact au mètre carré. Donc ici 45 kg de CO2 par mètre carré. 43,5 pardon. Vous essayez d'aller un petit peu plus loin, une autre donnée qui est disponible, pardon, avant, c'est directement mettre la donnée au mètre cube. Et là, on voit déjà qu'on a un petit écart, il y a un petit peu plus d'impact. Ensuite, vous essayez d'aller plus loin, vous prenez la FDES parce qu'on a aussi des données qui sont sans armature dans Betty. Mais vous allez prendre une donnée d'armature par défaut, qui est beaucoup plus pénalisante. Et là, on voit qu'on augmente les impacts de façon assez significative sur l'impact du bâtiment. Et enfin, si vous avez si vous prenez le temps vraiment d'aller chercher la bonne donnée via les configurateurs, je vais en reparler un petit peu après, qui sont à votre disposition, et vous pouvez déjà optimiser un petit peu plus l'impact, mais surtout ne pas vous pénaliser en sélectionnant les mauvaises données. C'est surtout ça qu'il faut avoir. Alors, juste avant, je vais vous parler un petit peu du tableau, j'aurais dû le faire avant, je suis désolé. Vous avez le tableau qui va toujours se présenter de cette façon-là, donc vous avez en gros le paramètre qui va varier le type de produit, l'impact carbone de cet élément-là associé à l'unité du produit, et ensuite ce qu'on va avoir comme gain au niveau du bâtiment, enfin au niveau du produit et comme gain au niveau du bâtiment. Donc au final, ce qui est vraiment intéressant, c'est la dernière ligne, le gain qu'on peut obtenir ou la pénalisation au niveau du bâtiment. Là, pareil, la plupart du temps, quand vous utilisez des données environnementales, tout est un peu figé. Or, il y a quelques projets sur lesquels on s'est aperçu qu'en fait, les données de transport pouvaient être largement optimisées. Et tout simplement, juste gérer la distance de transport. Effectivement, ce n'est pas directement de l'optimisation, on va dire, au niveau du gain carbone, mais c'est, on va dire, tabler sur la meilleure donnée. Et donc là, c'est une réduction de la distance de transport de livraison chantier
18 à 6 km. Et on voit que ça peut ne pas être négligeable puisqu'on est quasiment à 4 kg de CO2 sur un bâtiment au niveau d'un bâtiment collectif. Du coup, tout ça pour vous dire que faire très attention aux données, c'est déjà une première étape pour ne pas se pénaliser. Alors, encore une fois, effectivement, on n'est pas dans l'optimisation pure et dure de réduire l'impact du projet, mais on voit déjà on ne va pas se pénaliser. Et ça, on va pouvoir passer les seuils. Et pour ça, à votre disposition, il y a du coup les configurateurs qui existent de fiches de déclaration environnementale et sanitaire pour la partie produit BPE, donc avec Betty, et pour la partie maintenant produits préfabriqués avec environnement IB, qui sont donc deux configurateurs qui vous permettent de configurer vraiment vos produits, vos solutions, de manière à avoir les impacts les plus précis possibles par chantier. La deuxième partie, donc la formulation des bétons, donc c'est là où, par contre on va commencer effectivement à aller travailler le produit et à vraiment avoir du gain carbone. Alors sur la formulation des bétons, il y a vraiment, en fait, là je vous parlais des ciments, mais il faut savoir qu'il y a d'autres optimisations qui sont possibles avec d'autres approches, par exemple les squelettes granulaires ou des choses comme ça. Mais effectivement, il y a un gros travail qui va être fait sur les formulations dans les années à venir, où actuellement, en gros, on est sur des ciments qu'on appelle les CM2A, qui sont la première ligne. Donc là, vous avez l'exemple pour une dalle plancher de 20 cm d'épaisseur. Et le but va être à terme, effectivement, de descendre dans les formulations que vous voyez, qui ont des impacts de plus en plus réduits, et du coup d'avoir des gains au mètre carré qui tendent à réduire l'impact au niveau des solutions plancher, qui, je vous le rappelle, est ce qui pèse le plus dans l'essai construction. Donc voilà, avec des solutions, une différente gamme en fonction des gains qui peuvent être allés rechercher. On n'a pas forcément on a toute une gamme de réduction d'impact qui est possible. Après, effectivement, il faut déclencher, on va dire, la meilleure formulation au meilleur moment, puisqu'en fonction de la formulation des ciments, on peut avoir des adaptations chantier qui sont nécessaires, comme des temps de décoffrage un peu plus longs, ou des mises en œuvre un peu spécifiques, etc. Voilà, donc il y a effectivement l'impact carbone qui rentre en compte, mais il faut aussi prendre en compte ce qui va se passer sur le chantier et on va dire la formation des compagnons. Hop. Donc pour ce faire, alors voilà, il y a déjà une gamme de ciment qui est très large et vous voyez le petit graphique qui vous montre l'impact carbone par tonne de ciment qui est aujourd'hui disponible. Et en fait, cette gamme va se renforcer avec ce que vous voyez, les CM2CM et les CM6, qui sont des nouveaux ciments qui vont arriver sur le marché et qui vont avoir tendance du coup à renforcer la gamme et l'offre au niveau des ciments à plus faible empreinte carbone dans les années à venir. Alors le premier CM2CM a été normalisé le mois dernier, je crois. Et du coup, il y a plein d'autres, tous les acteurs, tous les cimentiers français qui commencent à rentrer dans le process de normalisation pour ces ciments-là. Et du coup, les offres commerciales vont arriver dans les mois à venir. Du coup, effectivement, la formulation des bétons, comme vous le voyez, c'est un levier qui est important et qu'on peut assez facilement déclencher et qui permet d'aller chercher tout de suite un gain important. Du coup, la disponibilité et la diversification de l'offre va venir dans les mois à venir. Par contre, effectivement, ça nécessite un renforcement des échanges entre l'ensemble des acteurs de l'art de construire. Parce que, comme je vous l'ai dit, on ne coupe pas forcément un béton en CM3 par rapport à un béton en CM2B. Il y a des optimisations qui peuvent être faites. Le bureau d'études va pouvoir dire là, ça passe pas, il faut optimiser. Du coup, l'architecte va peut-être revoir les trucs, son projet, etc. Les entreprises de mise en œuvre vont peut-être devoir bouger leur calendrier. Donc voilà, il y a vraiment des échanges qui doivent être faits. Et enfin, c'est à utiliser à bon escient, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un levier qui est puissant, mais c'est pas pour autant qu'il faut, on va dire, oublier tout ce que je vais vous présenter après. On va encore travailler sur l'éco-conception. Et c'est des leviers qui sont également assez puissants et qui peuvent être déclenchés tout aussi bien que la formulation des bétons. Donc du coup, au niveau des bâtiments, alors, on va dire les éco-conceptions et les bonnes pratiques des bâtiments. Donc, pendant longtemps, il y a eu une simplification où le but, par simplification justement, on livrait le même béton pour tout chantier, alors qu'en fait, on peut avoir des bétons différents en fonction des applications et des usages. Et ça commence tout simplement par les classes d'exposition. Un béton qui va être exposé en façade ne va pas du tout avoir la même classe d'exposition qu'un béton en intérieur, par exemple pour un plancher. Et ça se traduit par un poids carbone qui va être plus important pour une façade que pour un plancher. Et si on ne fait pas bien attention, donc là vous avez l'exemple pour un voile intérieur, un voile refend, et voilà, vous avez tout de suite 1 voire 1,5 kg qui peut se balader sur un projet, juste avec ça.
Donc si vous le faites pour les planchers, ça va être la même chose, pour les poteaux, les poutres, etc. Donc bien adapter la bonne classe au bon endroit. Alors, effectivement, ça demande encore une fois une adaptation au niveau du chantier, puisqu'on n'a pas forcément, par la simplification du fait qu'on ne s'embête pas de savoir où va la toupie, de toute façon c'est le même béton partout. Alors là, il va vraiment falloir adapter et faire attention à qu'est-ce qui va où. Autre levier assez simple d'éco-conception, c'est tout simplement de jouer sur des volumes. Encore une fois, par simplification, sur les chantiers, on a l'habitude de faire quand même assez, on va dire, les façades d'une même épaisseur, les refonds d'une même épaisseur, pour pas se tromper. Et en fait, on s'aperçoit que travailler sur des épaisseurs, donc optimiser au maximum, par exemple les façades de les passer de 18 à 16 ou les refonds de les passer de 20 à 18, ça permet d'avoir des gains qui, encore une fois, ne sont pas forcément négligeables. Juste sur ces deux leviers-là, ça peut faire gagner quasiment de l'ordre de 7-8 kg sur un chantier. Juste en jouant sur les épaisseurs et en sachant bien ce qu'on va couler au bon endroit et les bonnes branches au bon endroit. Un autre niveau où là on va changer un petit peu, mais ça continue encore un peu dans l'économie de matière. Qu'est-ce qui se passe si on passe de voie et plein, donc du BPE, à des solutions préfabriquées type bloc maçonnerie, où en gros on passe d'un voile complet en béton à un voile qui a un peu de vide. Et on s'aperçoit que, alors là c'est l'exemple pour 1 mètre carré, après il faut revoir dans le projet si on fait tous les murs ou qu'une partie du bâtiment. Mais sur 1 mètre carré brut comme ça pris, voilà, on peut avoir une réduction de l'ordre de 25 kg de CO2 par mètre carré. Donc c'est absolument pas négligeable en changeant de mode constructif. Alors encore une fois, ça demande des adaptations chantier, on coupe pas la même chose, c'est pas la même façon de couler que de monter de la maçonnerie, etc. Mais encore une fois, les gains sont là, quoi. Là, la même chose, mais du coup, au niveau plancher, puisque je vous le rappelle que le plancher, c'est ce qui pèse le plus dans le lot 3, où à la place d'une dalle pleine, on part sur un plancher poutrelle ourdi, avec un faux plafond. Et même là, on voit que ça permet d'avoir des gains qui ne sont pas négligeables, sachant que dans le petit exemple qui est illustré, on a pris en compte également une rehausse des murs. C'est-à-dire que quand vous faites un plancher poutrelle ourdi, en fait, quoi qu'il arrive, il faut un faux plafond, et ce faux plafond fait que vous devez avoir une hauteur de mur qui est un petit peu plus importante, de l'ordre de 10-12 cm. Et même en prenant cette rehausse, on s'aperçoit que le plancher poutrelle ourdi permet d'avoir des gains qui sont bien plus intéressants que la dalle pleine coulée en place. Hop. Et donc là, un petit exemple de... voilà, on reprend le bâtiment de tout à l'heure, que je vous ai montré. Et qu'est-ce qui se passe si on essaie d'appliquer comme ça ce que je viens de vous présenter là, quelques exemples, à ce bâtiment. Donc on retrouve les leviers, donc les bonnes données. Là, effectivement, ce bâtiment-là était en région parisienne et la centrale de livraison était pour le coup à 6 km. Donc c'est rejoint l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. On est parti sur une formule de BPE qui est un peu plus légère. Alors là, j'ai marqué 50% CM2BS, 50% CM3. Ça ne vous parle pas forcément. Mais en gros, c'est un milieu de gamme des ciments qui permettent de faire des bétons décarbonés, on va dire. Le SMBPE considère qu'un béton, un béton bas carbone, c'est à partir de 180 kg de CO2 par mètre cube. Là, on doit être sur un béton qui est à 165-170. Voilà. Donc on est juste après, on ne tape pas non plus trop bas. Et enfin, le levier 3, ça va être là, travailler sur le bâtiment comme je vous l'ai présenté. On va passer les 3 derniers niveaux, puisqu'on est sur un bâtiment de 6 niveaux. Les 3 derniers niveaux en maçonnerie, on va réduire l'épaisseur des refends et on va passer plancher poutrelle ourdi. C'est pareil sur les 3 derniers niveaux, en plancher poutrelle ourdi pour les planchers plutôt qu'en dalle pleine. Hop. Alors, je vais passer un peu rapidement, mais là vous avez les détails du coup de tout ce qui est fait sur les façades. Donc les façades pour ce bâtiment représentaient 23% du lot 3 et on voit qu'on arrive à avoir un gain de l'ordre de 16 kg par rapport à un impact initial de 40. Pareil pour les refends, c'était 11% et on passe de l'ordre de 25 kg, on arrive à avoir un gain d'ordre de 7 kg. Et sur les planchers qui étaient à peu près 100 kg, on a un gain qui est de l'ordre de 30 kg. Voilà, encore une fois, en déployant ce que je viens de vous montrer au niveau des solutions. Et tout ça fait qu'au final, au niveau du bâtiment, on arrive à avoir un gain qui est de l'ordre de 50 kg de CO2 par mètre carré chab et ça fait une réduction de l'ordre de 28% au niveau du lot 3. Sachant que la réduction de l'ensemble du bâtiment à 2031 pour la RE 2020 est de l'ordre de 34%. Donc en gros, voilà, on va dire que pour la part béton, le lot 3, cette partie-là, on a déjà fait, avec les solutions actuelles, mais encore une fois qui doivent se développer, une bonne partie du chemin
pour arriver à la part attendue de réduction d'ici 2031. Du coup, en perspective et conclusion, alors le 250 c'est pour l'ensemble des lots, lot 2 et 3, c'est pas juste le lot 2, le lot 3, mais le lot 2 on traitera un petit peu plus tard. Pour le moment, il passe dans la modulation. Mais du coup, effectivement, il y a de gros enjeux pour diminuer cette empreinte de 250 kg de CO2 par mètre carré Chab à une réduction de moins 35% à l'horizon 2031 et voire encore plus à l'horizon 2050. Donc vous avez sur le petit graphe l'ensemble des leviers qui sont en cours de développement et qui sont activables et entourés en gros ceux pour lesquels on propose déjà des solutions et il y a encore des solutions qui vont être mises en place. Et en dessous vous avez en gros tout ce qui est à plus ou moins long terme on va dire avec tout ce qui va être carbonatation accélérée. Alors ça vous parle peut-être pas trop mais en gros ça va être faire appel à des granulats de déconstruction qui sont recarbonatés et qui absorbent du CO2. Et le levier rouge, qui est pour le coup un levier un peu plus important, qui concerne vraiment le process et la cimenterie, où là on va avoir des remplacements et des renouvellements d'infrastructures qui sont beaucoup plus importants, et qui du coup vont devoir attendre 2028-2031 pour se mettre en œuvre, puisqu'on ne remplace pas un four de cimenterie comme ça du jour au lendemain. C'est un petit peu plus compliqué. Possiblement aussi les process de capture et stockage de CO2. Donc voilà, il y a tout ça qui va se mettre en place un petit peu plus loin et c'est encore des leviers qui vont permettre de réduire les impacts des produits cimentiers et béton dans les années à venir. Du coup, pour décarbonater avec le béton, à retenir, en gros, c'est les solutions qui s'intègrent, tout ce que je vous ai montré, ça s'intègre dès les phases projet du bâtiment. Encore une fois, ce n'est pas au moment du chantier qu'on va choisir de passer d'une dalle pleine à une dalle en préfabriqué. Donc c'est vraiment des pistes d'éco-conception qui sont à mettre en place dès la conception du bâtiment et qui nécessitent un renforcement de l'ensemble des acteurs de l'art de construire, encore une fois, les architectes, les bureaux d'études qui vont faire des calculs de structure, de conformité RE 2020, les fabricants qui vont devoir communiquer de plus en plus sur leurs solutions et les solutions innovantes qu'ils peuvent développer. Et du coup, si vous souhaitez avoir plus connaissance de l'ensemble des pistes qu'on peut proposer, puisqu'encore une fois, c'est qu'un panel, n'hésitez pas à prendre contact avec nous et on pourra vous présenter l'ensemble des autres éléments de la boîte à outils. Voilà, merci. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui, madame. Je crois qu'il y en a une déjà. On va vous apporter un micro. Est-ce que vous pouvez vous présenter aussi, s'il vous plaît, quand vous posez votre question? Bonjour. Bonjour, Fleur Babinet, EPA Sénart, donc je suis aménageur. C'est extrêmement intéressant, donc nous on commence à déposer des permis en RE 2020 avec nos partenaires promoteurs. Qu'est-ce qu'il en est de la qualité? Parce que, alors j'entends que les ciments sont en train de changer, d'évoluer, donc ça, ton tact. Là, vous parlez d'enlever de la matière à certains endroits. Moi, j'y connais foutre rien. Voilà. Par contre, je suis garant auprès des élus et des futurs habitants du territoire de la qualité de ce qu'on doit livrer. En essayant de prendre en compte la problématique économique du fait que les coûts de construction, je ne parle même pas des problématiques de matériaux et autres, mais ont augmenté du fait de la nouvelle réglementation. Et là, je trouve que c'est très intéressant, mais vous dites on enlève de la matière à certains endroits, on passe sur d'autres dispositifs. Est-ce que ça a des impacts sur la qualité du bâtiment ou on s'en fout, ou ça n'en a pas et que donc on peut absolument aller sur ces solutions-là? Non, heureusement, oui, ça passe. Ça passe. Je suis désolée, c'est peut-être une question bête, mais c'est important. Non, mais c'est vrai. Non, mais typiquement, le plancher poutre alourdi, on a regardé avant de la proposer que ça passe outre structurellement que ça tienne, que ça passe par exemple le confort acoustique. Donc effectivement, d'où le fait de rajouter un faux plafond, en plus c'est un peu plus beau d'avoir un faux plafond que d'avoir un plancher poutre alourdi apparent. Mais effectivement, acoustiquement, il faut que ça passe et aussi par rapport au feu. Donc toutes les solutions que vous proposez, alors après, encore une fois, pour un bâtiment R+6, ça va. Si vous voulez construire en bloc pour aller un petit peu plus haut, déjà, je ne suis pas sûr que ça se fasse beaucoup. Il y aura peut-être un peu plus de contraintes. Mais tout ce qu'on propose là, c'est des solutions qui sont déjà faites. Typiquement, un concurrent qui est la Terre Suite proposait exactement les mêmes solutions pour fabriquer des logements comme ça. Ils ont peut-être différentes approches et d'autres arguments. Mais d'un point de vue qualité, normalement, il n'y a pas de souci. Après, c'est qu'une gamme de solutions parmi d'autres.
Comme je disais, il y a des solutions innovantes qui risquent d'arriver, et là, il faudra peut-être voir au cas par cas avec les industriels, les fabricants, etc. Voir ce qu'eux ont comme garantie pour être sûr que ça tienne et que ça offre les performances qu'on attend par rapport à ce qui était existant. Et effectivement, pour le coup, c'est sûr que passer à du BPE, qui est, on va dire, le plus standard et le plus facile à mettre en œuvre, à des solutions préfa, etc., ça va demander, quoi qu'il arrive, un surcoût. Mais bon, ça, je pense que tout le monde va y passer. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, monsieur. Oui, bonjour, Stéphane Estève, UMGO. Je voulais savoir, est-ce que vous avez fait des variantes avec des structures poteau-poutre et du remplissage pour justement faire plus que les 3 étages en maçonnerie? Alors, ouais. Poteau-poutre, pour l'instant, on n'a pas fait d'études, on va dire, à proprement parler, où on part d'un bâtiment voile béton et on le passe en poteau-poutre. Parce que ça demande quand même des compétences assez particulières au niveau des calculs de structure, etc. Mais c'est quelque chose effectivement sur lequel on regarde et qu'on a en tête pour plus tard, notamment par rapport à la réversibilité des bâtiments ou des choses comme ça. Et effectivement. Mais pour l'instant, je n'ai pas de quoi vous en dire plus, mais effectivement, on l'a en tête. Oui, bonjour, Christophe Alas, Vinci Construction. Est-ce que vous avez quelque part les matériaux ou les composants utilisés demain dans les futurs bétons ou les bétons qui arrivent sur le marché sont-ils en disponibilité suffisante pour que, quelque part à terme, il n'y ait pas une tension sur ces bétons bas carbone, faisant que, certes, il en existe, mais insuffisamment pour que les solutions performantes puissent être mises en œuvre? Vous pensez au laitier, hein? Oui, oui, entre autres. Mais voilà. Oui, c'est tout l'enjeu des nouveaux ciments qui arrivent, justement, où le but est de diversifier les additions. Alors, pour faire un peu technique, les ciments actuels, c'est ce qu'on appelle des ciments binaires, donc en gros du clinker plus une addition. Et le but de passer sur un nouveau ciment, ça va être des ciments ternaires, où on va avoir du clinker plus 2 additions. Donc ça permet d'augmenter en gros le type de ressources d'addition qu'on utilise pour réduire l'impact. Et effectivement, potentiellement d'étendre la demande sur les laitiers, en remplaçant une part des laitiers par d'autres matières premières qui sont alors, soit des déchets valorisés, peut-être des cendres volantes, des schistes calcinés, etc., ou des argiles calcinées. Et ça, les argiles calcinées, effectivement, il y a pas beaucoup de gisements, mais les gisements qu'on connaît semblent pouvoir, quoi qu'il arrive, alimenter le marché jusqu'à 2050 sans aucun souci. Parce que les industriels commencent justement à partir sur le développement d'unités de production. Donc, parce qu'ils sont confiants dans leur budget et dans leurs ressources. Merci. D'autres questions? Moi, j'en ai une. Je me permets, c'est la fin de journée. Je suis journaliste à Bâti Actu pour ceux qui sont arrivés entre-temps. Par rapport au béton bas carbone que produisent certains fabricants, est-ce que certains sont plus chers et est-ce que ça peut freiner certains professionnels de se fournir Alors, je suis syndic. Je représente le syndicat, j'ai pas le droit de parler de coûts. D'accord. Malheureusement. Donc là, il faudra voir directement avec eux. Oui. Au niveau des coûts, effectivement. Alors, de ce que je sais, effectivement, quoi qu'il arrive, un ciment bas carbone est un petit peu plus cher ou un béton bas carbone un petit peu plus cher qu'un béton normal. Après là, il faudra voir avec eux pour vraiment Non, c'était pour les avoir coûts de votre chacun, avis. etc. Ouais. Je peux pas me prononcer plus que ça. Malheureusement, je suis désolé. D'accord. Merci beaucoup pour votre intervention et merci à tous d'être venus aux assises. Bonne journée. Merci.